Pour pouvoir aborder cette vidéo, vous devez connaître les notions de classe, d'objet et de constructeur. Du coup, je vous renvoie vers les vidéos numéro 68 et 69 qui abordent ces notions, parce que cette fois, on va aborder la notion d'encapsulation. Alors, on reprend la classe personnage que j'ai un petit peu modifiée. Quelle est cette notion d'encapsulation? C'est en fait une notion de protection de membres de classe. Alors, quand on parle de membres de classe, on parle des propriétés et des méthodes de la classe. Donc, quand vous voulez protéger de l'extérieur certains membres de la classe, vous les mettez en privé. Le fait de les mettre en privé fait que si jamais je crée par exemple un objet de type personnage, eh bien je ne pourrai pas accéder à la partie privée de la classe personnage. Je ne peux accéder qu'à la partie publique. Alors, l'intérêt, c'est tout simplement d'éviter de modifier ou d'appeler des méthodes qui ne doivent pas être appelées ou modifiées de l'extérieur de la classe. Donc, dans certains cas, c'est bien utile, effectivement. Alors, par convention, on met toutes les propriétés en privé. Vous voyez, là, le login et la vie ont été mis en privé. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une convention. Parce que généralement, les propriétés, on ne veut pas les modifier n'importe comment. Alors par contre, parfois, on a besoin quand même d'y accéder de l'extérieur. Et pour cela, on crée des méthodes qui permettent d'accéder aux propriétés. Par exemple, là, le login, j'ai créé une méthode getLogin. Alors toutes les méthodes qui permettent de récupérer le contenu d'une propriété, on appelle ça des getters. Et généralement, on les nomme comme ceci, get suivi du nom de la propriété avec une majuscule. Et si jamais on veut modifier une propriété, modifier son contenu, par exemple la vie, j'ai envie de modifier la vie, on crée des méthodes qu'on appelle des setters, donc set suivi du nom de la propriété. Voilà, ça c'est une convention de nommage au niveau donc, des méthodes qui vont permettre d'accéder aux propriétés. Alors vous voyez que vie, j'ai créé le getter et le setter, c'est-à-dire la méthode qui permet de récupérer l'information et la méthode qui permet de modifier l'information. Vous pourriez me dire, autant mettre en public vie, ça va plus vite. C'est vrai que dans ce cas, ça donnerait normalement la même chose. Mais comme je vous l'ai dit, par convention, on met toutes les propriétés en privé, et puis, suivant les besoins, on crée les getters et les setters. Pour le login, par exemple, vous voyez, je n'ai créé que le getter, je n'ai pas créé le setter. Pourquoi? Parce que je pars du principe que le login, il est créé au début de la création du personnage. On initialise le login, puisqu'on voit que le constructeur reçoit en paramètre le login. Et puis, par la suite, je ne veux pas qu'on puisse modifier le login. Du coup, on peut le récupérer, mais il n'y a pas de setter dessus parce que je ne veux pas qu'on puisse le modifier. Donc voilà pour le principe de l'encapsulation et des protections des membres de la classe. Alors à partir de là, on va quand même s'amuser à créer une petite application qui va permettre de revoir un peu toutes les notions donc de classe, d'objet, de constructeur et puis les nouvelles notions qu'on vient de voir. Et ça va nous permettre quand même de passer vraiment à de la pratique et de visualiser un petit peu tout ça. Alors voilà l'application que je vous propose de construire. On vous demande de créer un tableau d'objets de type personnage. Donc on va manipuler un tableau d'objets. À chaque saisie d'un nouveau login, alors la saisie va se faire ici, et puis on saisit, on valide, vous voyez, il n'y a pas de bouton. Donc c'est sur l'événement de validation, enfin de keypress sur la zone de saisie et en vérifiant qu'on a tapé valider qu'on va récupérer le login. Donc à chaque saisie d'un nouveau login, un personnage est créé et ajouté dans le tableau de personnage. Sa vie est affichée, donc elle sera affichée ici. D'ailleurs, j'ai utilisé un nouveau type d'objet. J'ai utilisé l'objet... alors attendez, je vais vous montrer. Je vais déplacer ça, voilà. Donc ça, c'est un objet de type number up-down qui permet en fait d'utiliser les petites flèches pour pouvoir sélectionner, enfin modifier le contenu numérique. Voilà. Donc, sa vie est affichée, ainsi qu'un message avec son login suivi soit de sa vie, soit de est mort. Donc ça, c'est ici, vous voyez, dès qu'on aura saisi le login et qu'on aura validé, et d'ailleurs la zone va s'effacer, le login va s'afficher ici, 2 points et la vie. Et si jamais la vie est à 0, à ce moment-là, il y aura marqué est mort. D'ailleurs, comment se fait la valeur de la vie? Vous voyez, je l'ai mis en commentaire au niveau de la classe. Quand on appelle le constructeur et qu'on envoie le login, bien le login est valorisé, donc le login du personnage est rempli avec le login reçu en paramètre. Et la vie, la propriété vie, est initialisée avec une valeur aléatoire entre 0 et 5. Donc parfois, on aura effectivement la valeur 0 au niveau de la vie.
Ensuite, le personnage est aussi ajouté dans la liste, suivi de sa vie entre parenthèses, et il est automatiquement sélectionné. Donc là, c'est au niveau de cette liste, effectivement, au fur et à mesure qu'on ajoute des personnages, non seulement ils sont ajoutés dans le tableau d'objets, mais on va les voir apparaître dans la liste, et vous voyez, entre parenthèses, il y aura à chaque fois la vie qui apparaît. Le login du personnage qui a le plus de vie est automatiquement affiché tout en bas. Donc là, ici, on va faire une petite recherche de maximum, comme on a déjà eu l'occasion de voir, et on affichera en bas le login qui correspond à la vie maximum. Il est possible de changer la vie d'un personnage sélectionné dans la liste avec l'objet graphique de type number up down. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je suis positionné sur un personnage dans la liste, évidemment il faut mettre à jour un certain nombre de choses d'affichage, mais aussi on aura la vie qui s'affichera ici. Et du coup, si je modifie la vie, alors attention, il faudra modifier la vie du personnage correspondant dans le tableau. Et évidemment, il faudra mettre à jour, d'ailleurs c'est ce que je dis à la suite. Dans ce cas, la vie est aussi mise à jour dans le tableau, dans la liste, et une nouvelle recherche est faite pour le login de celui qui a le plus de vie. Voilà, vous avez tous les éléments pour pouvoir réaliser cette application. Le but, c'est de la faire la plus optimisée possible en créant des méthodes non événementielles qui risquent d'être appelées éventuellement plusieurs fois, ou en tout cas pour mieux structurer le programme. Et là, vous voyez, la classe, si je l'ai affichée ainsi sans mettre le contenu des méthodes, c'est parce que, a priori, vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de connaître les noms des méthodes, ce qu'elles font, et à partir de là, vous devez être capable d'écrire le programme en utilisant la classe donnée. Donc c'est parti, on va commencer à structurer cette application. Alors je vais mettre de côté ceci. Voilà, alors, vous voyez la classe personnage, hein, je l'ai déjà mise dans le code, donc effectivement, vous allez avoir besoin de récupérer en fait le code de cette classe, parce que si vous voulez vraiment coder l'application, il faut que vous ayez quand même le code fonctionnel. Alors au niveau du constructeur, vous voyez ce que j'ai écrit. Je valorise le login. Alors, petite explication sur le this, hein, il est temps d'expliquer un petit peu son rôle. Le this, en fait, c'est tout simplement une instance actuelle, donc c'est l'objet actuel de la classe. Alors, l'instance actuelle nous permet d'accéder à toutes les propriétés et méthodes de la classe. Donc, si j'écris this, j'ai accès automatiquement aux propriétés, aux méthodes et à rien d'autre. Donc on peut faire facilement la distinction entre un paramètre, qui est une variable simple finalement, et une propriété de la classe. Et comment on fait la distinction? Avec le this. Si vous mettez this, c'est forcément une propriété. Si vous mettez rien, qu'est-ce que fait l'ordinateur? Il va chercher au plus court. Donc on est dans la méthode personnage. Donc il va chercher s'il trouve une variable ou un paramètre qui s'appelle login dans la méthode. Et il va le trouver ici. Donc du coup, pour lui, si je mets login tout court, ça correspond au paramètre. Par contre, si je mets this.login, là, il comprend qu'il faut accéder vraiment à un membre de la classe, donc du coup, à la propriété login. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée une variable de type random qui va me permettre en fait de créer un nombre aléatoire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc là, je demande un nombre aléatoire entre 0 et 5 et je l'affecte à la vie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les getters et les setters, alors le principe du getter est très simple, il suffit de retourner la propriété. Alors là, vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis this, puisque je viens d'expliquer qu'il faut mettre this pour accéder à une propriété. Attention, je vous ai expliqué que this est obligatoire pour pouvoir accéder à la propriété, pour qu'il n'y ait pas de confusion ici avec un paramètre, parce que ici, le paramètre ayant le même nom que la propriété, si je mets pas this, il va tout de suite comprendre que c'est le paramètre. Ici, en faisant un return vie sans préciser this, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'abord vie dans le périmètre le plus court, c'est-à-dire dans la méthode getVie. Il ne trouve pas de variable locale vie. Du coup, il va chercher un niveau supérieur, et le niveau supérieur, ça va être la propriété vie. Donc, du coup, dans ce cas-là, le this n'est pas obligatoire. Il marche bien sûr, mais il n'est pas obligatoire.
Ensuite, le setter. Comment fonctionne le setter? Eh bien, il reçoit forcément en paramètre l'information qui va permettre de valoriser la propriété privée. Donc là, du coup, comme j'ai mis le même nom, je suis bien obligé de faire this.vie, donc la propriété vie reçoit la valeur du paramètre vie. De même, ici, donc le getLogin, il me retourne tout simplement la valeur du login. Voilà en ce qui concerne ma classe personnage que je vais pouvoir utiliser au niveau de l'application. Alors, on ne va pas se précipiter, on va essayer de faire de façon logique. Je sais qu'au niveau événement, je vais avoir 3 événements à gérer. Je vais avoir le keypress sur cette zone-là, parce que dès que je saisis un login, il va falloir que je crée l'objet personnage, que je mette dans le tableau, que je mette à jour ici la vie, que je mette à jour cette zone d'affichage, que je remplisse la liste et que j'affiche correctement le login de celui qui a le plus de vie. Donc il y a ce premier événement. Deuxième événement, c'est quand je change la vie ici, eh bien il va falloir mettre à jour l'affichage ici, mettre à jour la liste puisque la vie a changé, mettre à jour dans le tableau et puis aussi mettre à jour le maximum. Troisième événement, troisième et dernier événement, quand je change de sélection de personnage, eh bien là aussi, il faut que je mette à jour la vie, il faut que je mette à jour cet affichage-là qui affiche le login et la vie, et puis éventuellement, enfin non, celui-là, pour le coup, il n'y aura rien à modifier. Donc du coup, on a 3 événements, et vous voyez que dans chacun des événements, il y a souvent les mêmes choses qui se font. Alors, on va essayer d'optimiser tout ça en créant des procédures non événementielles qui vont être appelées régulièrement par nos procédures événementielles. Première chose à faire, c'est faire ce qu'il nous demande dès le début, créer un tableau d'objets de type personnage. Donc là, je vais créer donc le tableau de personnage. Voilà. Alors, pour créer un tableau, c'est une propriété, je vais la mettre en privé, de toute façon, il n'y a rien qui doit être en public, enfin, en tout cas, à part le FRM perso, effectivement, mais là, c'est pas vous qui l'avez créé, mais le reste, a priori, dans ma classe, je ne vais pas y accéder de l'extérieur, dans la classe forme 1. Donc, en privé, je mets mon tableau. Alors, mon tableau, c'est un tableau de personnage, donc je mets le type du tableau et je mets décroché, et le nom du tableau, je vais l'appeler les personnages, et vous savez que pour créer un tableau, alors du coup vous comprenez mieux l'histoire du new, c'est parce qu'on a affaire quand même à un type complexe aussi au niveau personnage, donc new personnage, et là entre crochets je dois préciser la taille, alors je vais dire 100 par exemple. On verra par la suite que utiliser des tableaux pour stocker des objets, c'est pas une super idée. On a plutôt des collections qui sont beaucoup plus adaptées, mais faisons les choses étape par étape, ça fait beaucoup de notions à voir d'un coup. Alors ce qu'on a besoin aussi de mémoriser, c'est justement le nombre de personnages qu'on va stocker au fur et à mesure dans le tableau, parce qu'il a une taille de 100, mais je ne vais pas en mettre 100, et je veux savoir à chaque fois combien il y en a effectivement rempli. Donc je vais déclarer une propriété de type int, je vais l'appeler nbperso, que je vais d'ailleurs directement initialiser à 0, et qui me permet de savoir combien il y a de personnages qui sont stockés dans mon tableau. À partir de là, je vous ai dit qu'on va essayer de faire dans logique au niveau événementiel. Alors je vais commencer par quelque chose d'assez simple, c'est cet affichage-là, qui doit afficher le login de point la vie, par rapport à un personnage précis, et où le login espacé est mort si la vie est à 0. Donc je vais créer une méthode qui ne retourne rien, donc de type void, et qui va être, on va l'appeler affiche message perso, et qui dépend bien sûr d'un personnage. Donc du coup en paramètre, je vais recevoir un personnage de type personnage, et à partir de ce personnage, eh bien, je vais avoir besoin de tester sa vie pour faire un message spécifique. Alors je vais tout de suite mettre le commentaire, ça va être donc affichage du login suivi de la vie ou de est mort. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je commence par un test sur un personnage, et je vais regarder. Alors, c'est là que
on va écarter un peu ça. Enfin, même on n'en a plus besoin de ça, voilà. Donc c'est là que c'est ce qui est intéressant, si un personnage, imaginons que, je sais qu'avec un personnage, j'accède à la classe personnage. Je veux faire un test sur la vie. Imaginons que je tape .vie. D'ailleurs, il ne me le propose pas dans la liste, mais quand même, je vais le taper, .vie. Et si je me mets dessus, regardez ce qu'il affiche comme message, il me dit personnage.vie est inaccessible en raison de son niveau de protection. Donc il est quand même capable de savoir que vie est bien dans la classe personnage, mais il vous dit que vous ne pouvez pas y accéder à cause de son niveau de protection. Et effectivement, il est en privé, et vous ne pouvez pas accéder à la vie directement en privé. Donc, la seule chose dont vous pouvez accéder, si je fais un point, vous voyez, on a bien la liste des différents membres de la classe, et même d'autres membres, mais bon, on ne va pas les détailler ici, et on retrouve le getLogin, le getVie et le setVie, hein, nos fameuses méthodes qui sont ici. Évidemment, on ne trouve pas personnage, puisque lui, c'est une méthode un peu particulière, puisque c'est le constructeur. Je vous rappelle qu'on n'y accède qu'en faisant un new. Hein, c'est comme ça qu'on accède au constructeur. Donc du coup, là, en faisant un personnage point, je peux accéder à la vie en faisant getVie, qui me récupère la vie du personnage. Donc, si la vie du personnage est égale à 0, à ce moment-là, je vais afficher est mort. Donc là, dans txt, alors c'est état perso, effectivement, si je reviens à l'affichage, cette zone-là, vous voyez, c'est txt état perso. Donc dans txt état perso.text, je lui affiche le login, donc un personnage, .getLogin. Alors vous voyez là aussi, hein, je passe par le getter, hein, j'écris pas directement .login, puisque je n'ai pas le droit. Et là derrière, je lui colle le message est mort. Voilà. Dans le cas contraire, à ce moment-là, il va falloir que j'affiche la vie. Donc je reprends la même ligne. Oups, voilà. Et derrière, je vais afficher par exemple 2 points, comme c'était dans l'exemple d'affichage, et puis derrière, je mets un personnage, point, alors là, je vois plus rien, point getVie, et voilà. Ok, donc là, j'ai fait correctement mon affichage. J'appellerai cette méthode quand j'en aurai besoin, hein, on verra à quel moment j'ai besoin d'afficher ce message correctement. Autre méthode non événementielle qui peut être intéressante d'écrire tout de suite, eh bien, c'est tout simplement la mise à jour de cette liste. Alors, régulièrement, quand je vais soit modifier la vie, soit créer un nouveau login, on va avoir besoin de mettre à jour cette liste. Pourquoi? Parce que le tableau de personnage va être modifié. Le plus simple, c'est tout simplement, à chaque modification, de la vider et de la re-remplir correctement avec le tableau de personnage. Donc, je vais créer une méthode, encore void, qui ne retourne rien, et je vais appeler mise à jour liste perso. Voilà. Alors, je vais tout de suite mettre le commentaire à jour de la liste des personnages. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vider la liste. À chaque fois, je la vide et je la re-remplis proprement. Alors, la liste, si je reviens ici, elle s'appelle LST personnage. Donc LST personnage. Pour pouvoir vider, il faut que je passe par items.clear, donc quelque chose qu'on a déjà vu quand on a fait de l'événementiel. Et maintenant, remplir avec le tableau de personnages. Alors, est-ce que je sais combien j'ai d'éléments à remplir dans la liste? Oui, puisque j'ai NB perso qui me donne le nombre d'éléments, donc je peux partir sur une boucle déterministe, et je démarre avec un K à 0, je vais boucler tant que K est inférieur à NB perso,
J'incrémente le cas à chaque tour de boucle. Et dans la boucle, alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais remplir le LST personnage. Alors, pour remplir, il faut que je fasse items.add. Voilà. Et dans les parenthèses, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je dois mettre le nom du personnage, enfin le login, et entre parenthèses, la vie. Donc, je récupère le login dans le tableau les personnages à la position K et en faisant get login. Voilà, bon, j'ai plus besoin de ça en fait. Et derrière, je colle un début de parenthèse pour pouvoir ensuite afficher la vie, donc toujours en passant par le tableau les personnages, crochet pour accéder à la KM case, au KM objet, .getVie. Et derrière, je colle une parenthèse fermante et je ferme la parenthèse générale. Et voilà, donc là, en sortie de boucle, j'aurais bien rempli complètement ma liste. Donc a priori, cette méthode est terminée. Il y a juste un petit détail, c'est que on nous disait dans le sujet que il fallait se positionner sur la ligne. Par exemple, quand j'ajoute un nouveau login, qui va s'ajouter certainement à la fin, il faudra se positionner, sélectionner la ligne, parce que par défaut, quand on remplit une liste, il n'y a aucune ligne sélectionnée. Donc il faut qu'on se positionne sur une ligne, voir si jamais je me positionne sur une autre ligne et que je modifie la vie, sachant que la liste va être à nouveau remplie, il faudra que je me repositionne sur la bonne ligne. Donc il y a cette histoire de positionnement sur une ligne, ça veut dire que ça serait bien qu'on reçoive en paramètre un numéro de ligne, la ligne active en fait, que je veux laisser active au niveau donc de cette liste une fois que je l'ai re-remplie. Et là, je vais préciser que je me positionne, donc positionnement sur la ligne active. Alors attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, on se positionne d'abord que s'il y a des lignes, s'il y a au moins une ligne sélectionnée, remplie dans ma liste. Donc il faut que je regarde le nombre de lignes de LST personnage. Alors il y a des choses qui se passent bizarrement là. Bon, de toute évidence, il n'est pas content de quelque chose, ça doit être à la fin de la ligne précédente. Oui, effectivement, il n'est pas content, donc qu'est-ce qui lui plaît pas? J'ai dû mettre une parenthèse, voilà, il y a une parenthèse qui est mal placée, elle est ici. Donc là, ensuite, je rajoute ma parenthèse ici. Voilà, là, il est un peu plus content. Ok, alors, donc là, je fais LST personnage. Ok, donc je vais vérifier donc s'il y a au moins une ligne, donc je vais faire un test sur le count et je regarde si le count est supérieur à 0. Et puis il faut aussi que je vérifie que la ligne, le numéro de ligne que j'ai reçu en paramètre est valable, c'est-à-dire que ça rentre bien dans la liste c'est bien inférieur au nombre de personnages de mon tableau ou bien inférieur au count de mon LST personnage, le test est le même. Donc je vais regarder si la ligne active est valable, donc s'il est par exemple inférieur à MB perso. Donc, si j'ai un numéro de ligne active correct et que j'ai au moins un élément dans ma liste, à ce moment-là, je rends cette ligne vraiment active. C'est-à-dire que le selected index reçoit une ligne active. Voilà. Ok, donc maintenant cette méthode est vraiment terminée et elle va me permettre effectivement de mettre à jour la liste. Alors, on a une autre méthode à écrire, c'est qu'on veut chercher le maximum, le login de celui qui a le plus de vie et remplir cette zone-là. Autant le faire dans une méthode séparée, donc on va tout de suite s'en occuper. Donc ça va être encore une méthode void qui ne retourne rien et puis on va l'appeler recherche perso max vie. Voilà. Donc je vais tout de suite mettre le commentaire correspondant.
recherche du login correspondant à la vie max. Voilà. Ok. Donc là, alors attention, il est possible qu'il n'y ait rien dans la liste. Donc à ce moment-là, on va mettre, si je reviens à l'affichage, s'il n'y a rien dans la liste, cette zone-là doit être vide. Donc on va tout de suite tester cet aspect. Donc contrôle, s'il y a au moins un personnage. Donc si NB perso, alors s'il est à 0, on va vider directement la zone d'affichage. Donc le txt, alors c'est perso max vie, point texte, on le vide. Voilà. Par contre, dans le cas contraire, on va partir sur une recherche. Alors, ce qu'on va rechercher, alors attention parce que on aura envie de faire une recherche de la vie maximum. Et une fois que j'aurai trouvé la vie maximum, je ne saurai pas forcément quel est le personnage qui a cette vie maximum. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt l'indice de où se trouve la vie maximum. Recherche de l'indice de la vie max. Donc ça veut dire que dans une variable max, je vais mémoriser l'indice et non pas la vie maximum. Du coup, je considère que le premier personnage d'indice 0 a pour le moment la vie maximum, et ensuite je pars sur une boucle de recherche de la vie maximum. Alors je pars sur une boucle déterministe parce que effectivement je sais combien j'ai de personnages à tester, donc mon cas je l'initialise, alors je peux l'initialiser à 1 du coup puisque j'ai déjà mémorisé l'indice 0 dans max, donc je peux partir à 1, puis je vais aller jusqu'à NB perso en incrémentant le cas à chaque tour de boucle. Et là, je vais regarder, alors attention, le test que je dois faire, c'est que je dois regarder si la vie du km personnage est supérieure à la vie du personnage numéro max. Donc c'est à chaque fois, n'oubliez pas, le K et le max sont des indices. Donc je regarde si dans le tableau, les personnages, si celui qui est à la position K est plus précisément sa vie, donc le getVie, si sa vie est supérieure à la vie du personnage qui se trouve à la position max, donc max.getVie, ça veut dire que je suis sur le nouveau personnage qui a la vie maximum. Donc je vais mémoriser son indice. Donc dans max, je mémorise l'indice de ce nouveau personnage et je mémorise juste K. Ça veut dire qu'en sortie de boucle, j'aurai dans max la position de celui qui a le plus de vie. Du coup, dans txt perso max vie, la partie texte, je vais tout simplement affecter le login de ce personnage. Donc les personnages de max.getLogin. Et là, j'aurai bien le login du personnage qui a le plus de vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau méthode non événementielle? Eh bien, on a bien compris que lorsqu'il va y avoir un changement de vie, il doit se passer des choses. Et le changement de vie peut intervenir à plusieurs moments. Donc, qu'est-ce qui va se passer au changement de vie? Eh bien, on va devoir changer l'affichage de ce message. On va devoir mettre à jour cette liste et on va devoir mettre à jour aussi cette zone. Comme par hasard, les trois méthodes qu'on vient d'écrire, puisqu'on vient d'écrire des méthodes non événementielles qui permettent de faire ces trois choses. Donc, autant écrire tout de suite une méthode non événementielle qu'on va appeler, alors c'est aussi un void, et je vais l'appeler change vie perso. Donc à chaque fois qu'il y a un changement de vie d'un personnage, qu'est-ce qui va se passer? Alors il est important, j'ai oublié la collade,
Alors, il est important de savoir l'indice du personnage dont on a changé la vie et non pas le personnage lui-même, puisque il faut que je sache, par exemple, à quelle ligne, ou à quelle position du tableau se trouve le personnage, sachant que les indices de cette liste correspondent aux indices du tableau. Donc, je vais recevoir un indice en paramètres, donc je vais l'appeler index ou indice, aucune importance. Et là, à partir de là, alors je vais mettre le commentaire. Donc changement de vie. À partir de là, c'est les 3 modifications qu'on a déjà faites. Il faut affichage du message perso. Donc ça, on l'a fait avec la méthode affiche message perso, qui attend en paramètre non pas un index, mais le personnage correspondant. Et ça, on peut y accéder avec le tableau les personnages de la position index, l'index que je viens de recevoir en paramètre. Étape suivante, il faut que je remette à jour la liste des personnages, donc mise à jour de la liste des personnages. Et ça, on a déjà fait la méthode en faisant MAJ liste perso qui attend justement un index, la ligne active, et c'est ce qu'on lui envoie en paramètres. Et enfin, on a l'affichage du login de la vie max. Et ça, on a fait aussi la méthode, c'est recherche perso max vie, qui lui n'attend aucun paramètre. Voilà, donc là, on a notre nouvelle méthode non événementielle qui va être appelée à chaque fois qu'il y a un changement de vie de personnage. On va pouvoir enfin commencer à écrire nos méthodes événementielles. Alors, première procédure événementielle, ça va être, on va faire dans l'ordre, donc lorsqu'on saisit le login, l'idée c'est de vérifier, donc une fois qu'on a validé, de faire un certain nombre de choses, et en particulier de l'ajouter dans le tableau et de lancer en cascade donc toutes les modifications nécessaires. Donc on va aller dans les événements, parce que par défaut c'est le text change, et c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est le keypress. Et on va vérifier, donc je double-clique sur keypress pour pouvoir créer. Ah, alors, il ne me l'a pas créé. Allons-y. Si. Pour pouvoir créer la procédure événementielle correspondante. Alors, voilà, elle est là. Donc, txt login keypress. Donc, je vais tout de suite mettre le commentaire correspondant. Donc, touche appuyée sur txt login et on va contrôle de la validation, parce que l'idée c'est uniquement si on a fait validation, on va récupérer, et là on va faire création d'un nouveau personnage et puis tout ce qui va avec. Voilà, alors la première chose qu'on fait, c'est vérifier que c'est bien une validation, un contrôle si validation, si on a appuyé sur la touche entrée, et ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Il suffit de récupérer le paramètre E, et si on regarde le keychar de ce paramètre, donc la touche qui a été enfoncée, on regarde son caractère ASCII et ça, son code ASCII, et ça on va le comparer au code ASCII de la touche entrée qu'on peut récupérer dans la classe case, et c'est la touche, on a toutes les touches, et on a la touche enter qu'il faut parser en char pour qu'il puisse le comparer au keychar du paramètre E. Donc si jamais la touche saisie est la touche entrée, et bien à ce moment là c'est bon, on a effectivement on peut travailler avec ce qui a été saisi dans la zone de txt login. Alors ce qu'on va commencer, c'est tout de suite d'incrémenter, puisqu'on va créer un nouveau personnage, donc incrémentation du nombre de personnages, et ça on l'a dans nb perso. Il suffit de faire plus, voilà, donc là le nombre de personnages va passer à 1 par exemple pour le premier personnage. Ensuite on va pouvoir le créer, donc création du personnage. Donc là on va créer un nouvel objet de type personnage qu'on va appeler un personnage.
et on lui affecte new, donc on appelle le constructeur personnage, et si je mets des parenthèses, vous voyez, il attend le login en paramètre. Le login, il est dans txtlogin.text. Voilà, donc là j'ai créé mon personnage. Maintenant je vais pouvoir l'ajouter au tableau. Ajout du personnage dans le tableau. Donc je prends mon tableau, les personnages. Alors à quelle position je l'ajoute? Attention, je viens d'incrémenter NB perso. Donc NB perso, il vaut 1 par exemple. Or, 1 correspond à la position 0 dans mon tableau. Hein. Pour le moment, j'avais personne dans le tableau. Donc faites attention, il va falloir faire NB perso moins 1 pour pouvoir se positionner sur la bonne case du tableau. Et là-dedans, je lui affecte un personnage, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir mettre à jour tous les autres affichages. Et ça se fait tout simplement en appelant ma méthode change-vie perso, qu'on a fait précédemment, qui s'occupe finalement de tout faire, hein, puisqu'il s'occupe d'afficher le message du personnage, de mettre à jour la liste du personnage et de rechercher perso max vie. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû l'appeler change-vie, j'aurais dû l'appeler mise à jour complète du personnage, quoi. Ça aurait été plus parlant. Donc, change-vie perso, il attend en paramètre, qu'est-ce qu'il attend en paramètre? Un index. Eh bien, c'est justement l'index est NB perso -1, puisque je viens d'ajouter le personnage qui est à la position NB perso -1. Voilà. Et à partir de là, ben, n'oubliez pas que la zone de texte, il faut la vider et se repositionner dessus pour saisir le login suivant. Donc, vider la zone de saisie et se repositionner dessus. Donc ça, c'est avec txtlogin.text. Il suffit de lui affecter une chaîne vide et de se positionner dessus en faisant txtlogin focus. Et voilà. Donc notre méthode est prête. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre méthode événementielle à faire? Eh bien, la méthode sur, alors je reviens sur l'affichage, LST personnage, là-dessus, lorsque je sélectionne un élément, il va falloir effectivement, tout simplement modifier ici la vie. Et théoriquement, tout va se mettre en cascade. Donc on va commencer par cette méthode qui est théoriquement assez simple. Alors je reviens ici, je double-clique sur LST personnage. Il devrait m'avoir créé la méthode correspondante. Voilà. Donc je mets un commentaire. Donc sélection d'une ligne dans la liste des personnages. Donc là, ce que je vais faire, c'est effectivement modifier la vie. Alors pourquoi je fais juste modifier la vie? Parce qu'en modifiant la vie, de toute façon, sur l'événement de modification, je vais tout mettre à jour en cascade. Donc autant faire directement... alors ça s'appelle NudeVie. Et je vais utiliser la propriété value, donc ce qui va s'afficher, et je lui affecte donc les personnages. Alors quel est l'indice correspondant? Eh bien en fait ça va être l'indice de la ligne sélectionnée, hein, puisque finalement le tableau correspond à la liste au niveau indice, hein, c'est-à-dire que l'élément qui se trouve à la ligne 0 dans ma liste, c'est l'élément qui est à l'indice 0 de mon tableau. Donc il suffit que je fasse lst personnage.selectedIndex pour avoir l'indice qui correspond au tableau. Et là, je récupère la vie, getVie. Donc là, j'ai affecté la bonne valeur de vie dans NudeVie dès que j'ai sélectionné un personnage. Est-ce que ça va suffire? Tout dépend ce qu'on met derrière l'événement ici. Donc si je double-clique sur sur la zone de la vie, donc j'obtiens une nouvelle procédure événementielle. Alors c'est changement
Vous voyez, c'est sur value change de nu de vie, donc changement de la vie sur nu de vie, enfin de la valeur de nu de vie. Ok, alors on va faire attention parce qu'on peut très bien modifier la vie sans qu'un quelque chose soit sélectionné. Dans quel cas c'est possible? Ben, dans le cas où la liste est encore vide. Donc on va quand même faire un petit contrôle à ce niveau-là. Donc contrôle si une ligne est sélectionnée. Donc ça va être un if sur LST personnage et je vais regarder si le selected index est bien supérieur ou égal à 0 parce qu'en fait il vaut -1 dès que, enfin s'il n'y a aucun élément sélectionné. Et dans ce cas-là, eh bien je vais commencer par récupérer le personnage concerné par justement la ligne sélectionnée dans LST personnage. Je vous rappelle que c'est dans le même ordre que le tableau, donc récupération du personnage sélectionné. Donc là, dans un objet de type personnage, que je vais appeler un personnage, je vais lui affecter le personnage sélectionné. Et ça, je l'obtiens, c'est dans le tableau les personnages. Et je l'obtiens à la position de l'élément sélectionné, donc de la position, comme on l'a vu au-dessus, lstpersonnage.selectedIndex. Une fois que j'ai récupéré ce personnage, je vais pouvoir modifier la vie du personnage dans le tableau de personnage, donc modification de la vie, parce que n'oubliez pas que là je viens d'utiliser le petit objet graphique qui permet de modifier la vie. Donc ça veut dire que dans mon tableau, il faut que je fasse la modification. Alors, regardez ce que je fais, je modifie la vie du personnage. Donc je fais un personnage, point set vie, j'utilise le setter qui permet de modifier la propriété correspondante, et je lui envoie le nu de vie .value, la nouvelle valeur que j'ai saisie. Alors il n'est pas content parce que il me dit conversion impossible de décimale en int, donc ça veut dire que je dois caster le value de nu de vie en int en mettant int entre parenthèses devant, tout simplement. Donc, alors, je m'arrête 2 secondes parce que là j'ai fait quand même un truc qui devrait vous surprendre. J'ai récupéré un personnage dans le tableau des personnages et je fais cette vie. Et là, vous pourriez me dire, mais attendez, vous avez modifié la vie de cet objet-là, mais ça ne modifie pas pour autant la vie du personnage dans le tableau. Et bien pourtant, oui. Pourquoi? Parce que en réalité, quand vous transférez un objet dans un autre objet, vous transférez son adresse en mémoire. Ça veut dire que toute modification de un personnage va modifier en réalité le personnage qui se trouve dans le tableau correspondant. Les deux sont intimement liés. On est exactement dans la même logique que lorsque on passait les paramètres par adresse. Eh bien, au niveau des objets, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne toujours par adresse parce que ce sont des variables qui sont trop complexes pour qu'on transfère complètement un objet. Alors, on peut faire ce qu'on appelle des clones d'objets. Là, c'est différent, c'est-à-dire que vous clonez un objet, c'est-à-dire que vous créez un deuxième objet qui est exactement le même, mais à une adresse différente. Là, c'est pas le cas. Quand je fais une égalité comme ça, je transfère vraiment l'adresse de l'objet. D'où le fait que modifier un personnage, ça va bien me modifier le personnage qui se trouve dans le tableau. Alors, une fois que j'ai fait cette modification de la vie, eh bien, je vais appeler à nouveau ma procédure change vie perso qui va tout modifier en cascade. Donc là, pour le coup, donc je lui envoie, il a besoin d'avoir l'index, et l'index c'est celui qui a été sélectionné dans lstpersonnage.selectedIndex. Voilà, donc là, maintenant, je vais pouvoir peut-être un petit peu tester pour voir si tout fonctionne. Donc voilà mon affichage de départ. Alors je vais taper un login, je valide. Alors vous voyez, il m'a initialisé automatiquement une vie entre 0 et 5. Donc là j'ai effectivement une valeur de vie, c'est 4.
Ensuite, je vais taper un deuxième login. Voilà, il m'a initialisé à 1. Vous remarquez qu'à chaque fois, il met bien à jour la vie ici. Il met bien à jour le message avec le pseudo de point la vie. Et il me met ici celui qui a le plus de vie. Alors, je vais continuer. Donc, cette fois-ci, c'est 3. Je vais continuer. Donc, là, oups, je vais y arriver. Voilà, cette fois-ci j'ai 3 aussi. Et puis j'ai toujours Yoda qui a 4. Alors je vais en modifier un. Donc par exemple, si je prends Anne et je diminue sa vie, vous voyez, il passe à 2, il passe à 1, il passe à 0. Vous remarquez qu'ici le message s'est mis à jour correctement. Et maintenant je vais en augmenter un autre pour le passer au-dessus de celui qui a la vie maximum. Donc là je vais le mettre à 5, et là vous remarquez effectivement qu'il m'a correctement mis à jour le personnage qui a le plus de vie. Voilà, notre petite application fonctionne. C'était surtout, je vous rappelle, pour vous montrer, en plus des notions, enfin déjà pour utiliser les notions qu'on avait déjà vues de constructeur et de différence entre classe et un objet. Et puis là, on a vu ces notions de protection de données avec login et vie en private, et puis ces notions de getter et de setter. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.